Bonjour, bonjour et bienvenue. La course de Sepang vient de se terminer et Thomas, il n'y a toujours pas de champion du monde MotoGP puisque Pecco Bagnaia a rempli sa part du contrat. Il a terminé Ouais, devant Martin, qui a remporté le Grand Prix de Malaisie après une course, un début de course en tout cas spectaculaire. ouais, bah écoute, bonjour Daryl. Ouais, bah et voilà, il devait faire ça. C'est comme il l'a dit hier, hein, il a dit qu'il allait tout donner, qu'il avait l'opportunité de gagner demain et il l'a fait. Il savait à quoi s'attendre, c'est-à-dire que de toute façon, derrière lui, il allait devoir croiser le fer avec Martin. C'est ce qui s'est passé en début de course. Et effectivement, on avait assisté à l'une des plus belles courses, je pense, de la saison. Je pense qu'on, je me trompe pas en disant ça. Je pense que je me ferai pas d'ennemis en disant ça. Ça a été 3 premiers tours exceptionnel, avec des dépassements, des beaux dépassements, toujours très propres, très respectueux. Et voilà, donc c'est Bagnaia a remporté sa 10e victoire, il réduit la facture sur la course au titre. Et donc, bon, Martin repousse l'échéance au sprint prochain, il devrait avoir lieu à Barcelone, mais voilà, déjà, Bagnaia a répondu présent en tout cas, il s'est pas laissé abattre. Martin, surprenant puisqu'on pouvait s'imaginer qu'il allait bon, gérer, terminer deuxième. Il l'avait dit, hein, on est au-dessus des autres, donc dans le pire des cas, je fais deuxième, je gère. Et en fait, 3 premiers tours. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'avant la course, on avait ces chefs d'équipe qui disaient ah non, non, il faut qu'il gère, il faut pas qu'il fasse n'importe quoi, pas qu'il prenne de risques. Et puis finalement, il y a eu des duels les plus serrés, les plus disputés de la saison. Martin voulait essayer de gagner cette course et pousser Pecco à la limite, voire pourquoi pas à la faute une nouvelle fois. Ouais, bah écoute, de toute façon, on le voit hein, en course, il est très, enfin, quand il tombe là, sur 3 éditions, enfin, sur 3 courses, enfin, sur 3 Grands Prix cette année, quand il tombait le samedi, il répondait présent le dimanche en gagnant la course. Ça arrivait 3 fois cette saison et voilà. Et du coup, là, il a montré que, alors, hier soir, on le voyait pas abattu. On sait qu'il était déçu de cette course sprint de la veille, mais il a montré aujourd'hui, malgré les perturbations, parce qu'on va peut-être revenir aussi sur le drapeau rouge qui a eu un début de course. Donc c'est sûr qu'il y a eu un nouveau départ qui a été donné. Donc tout ça, ça rajoute aussi à la pression de cette course au titre. Et il a tenu bon jusqu'à la fin. Et il n'a pas flanché, même pas une seule erreur en fait. Parce que, en tout cas, à l'image, en tout cas, il n'a pas commis une seule erreur. Alors que d'autres, comme ses poursuivants, on va dire, à commencer par Martin, eux ont commis quelques erreurs, quelques petites gouttes d'eau. Et alors que lui, bah non, métronome jusqu'à la fin, en enchaînant les tours les plus rapides. Voilà, il conclut cette course sur une 10e victoire. Donc, si on prenait, justement, j'en discutais avec Michel Turcot juste à l'instant, là, si on prenait que les courses du dimanche, il aurait 24 points d'avance aujourd'hui. Il lui manquerait plus qu'un point pour être titré à Barcelone dans 15 jours. Donc, voilà. Ouais, finalement, c'est un petit peu le même scénario que le week-end dernier en Thaïlande, puisque le samedi, c'est Martin qui avait été meilleur que Pecco. Il Oui. n'y avait pas eu de chute hein, des deux là. Et le dimanche, Pecco, métronome, dans des conditions pareilles, dantesques, sur le mouillé, etc. Et il s'impose. Euh, c'est ce que j'allais dire. Oui, on pouvait s'attendre à ce que Pecco fasse ce qu'avait fait Jorge Lorenzo à Jerez en 2013. Non, pardon, à Valence en 2013, ou Maria Herrera en mondial féminin à Jerez en 2024, il y a quelques semaines, c'est-à-dire prendre la tête et ralentir le rythme pour permettre à Marquez et à Bastianini de s'intercaler entre Martin et lui. Parce que Pecco l'a dit hier, j'ai besoin que des pilotes se mettent entre Martin et moi. Donc on pouvait s'imaginer qu'ils ralentissent le rythme pour leur permettre. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et Marc, l'explication qu'il donnait, c'est que à l'époque, quand Lorenzo l'avait fait face à lui en 2013 à Valence, les écarts entre tous les concurrents étaient assez faibles. Là, Oui. on a vu, hein, Pecco et Martin, Dans quelques tours. 8 secondes à Bastianini, c'est ça qui finit troisième. Oui, Donc, c'est ça, exactement. Ils finissent avec. Alors, je pense que non, parce que du coup, Bastianini termine à 2 secondes. Ah non, c'est au sprint, excuse-moi, j'ai ouvert le truc du sprint, pardon, excuse-moi. Euh, hop, pour le PDF du sprint, de la course, pardon, effectivement, il termine à même plus que ça, plus que 10 secondes, hein, 10 secondes 4. Donc oui, et puis surtout, en fait, c'est sur les premiers tours. Sur les premiers tours, déjà, Bastianini était distancé, Marquez a tenu bon quelques tours avant de partir à la faute. Mais ouais, le rythme des deux, de toute façon, c'est ce que disait Bagnaia hier. Il sait que de toute façon, c'était eux les deux les plus forts ce week-end et qu'ils espéraient que les autres augmentent un peu le rythme pour s'intercaler. Ça s'est pas fait. C'est pour ça que je pense que la stratégie de Bagnaia de partir devant, au moins assurer le fait que il garde toujours Martin derrière lui, c'est fait quoi. Donc du coup, il a appliqué ce qu'il fallait et il a réussi à tenir bon jusqu'au bout. Après, ce qui est bien entre guillemets, c'est que si jamais Martin était parvenu à remonter, ce qui a failli se passer en fin de course,
même si Martin passait devant, avec la chute de Marquez et l'écart qu'il y avait sur Bastianini, dans tous les cas, la course au titre aurait été repoussée à Barcelone. Donc voilà, cette stratégie a fonctionné et voilà, au pire des pires, sauf si chute, il aurait pu quand même assurer au moins repousser l'échéance du titre. Donc, ce qu'a expliqué Martin en conférence de presse ensuite, c'est qu'effectivement, à la fin, il commençait à revenir sur Pecco. Peut-être le pneu avant médium qui faisait la différence par rapport au tendre de Pecco, mais 2 fois, il s'est fait une petite frayeur. Et là, il Ouais, s'est dit, bon, calmos, on va, comme disait son équipe, focus, ouais. et puis on va attendre tranquillement la finale. Et on va dire qu'il avait plus à perdre, comme le disait Pecco hier, et tu l'as rappelé, hein, sa phrase comment dire, la phrase qu'il répétait en boucle hier, c'est maintenant, seul Martin peut perdre le titre, c'est-à-dire que c'est entre ses mains. Donc, lui, il a fait sa part du boulot. Et Thomas, il y a 24 points d'écart avant la finale. Donc, voici, bah, vas-y, je te laisse introduire ces scénarios. De quoi est-ce qu'il Ouais, s'agit? après, voilà, là, c'est facile, c'est plus facile de les lire que de les dire, mais en fait, en gros, il faut 2 points d'écart. Il faut que Martin marque juste 2 points de plus que Pecco. Donc, voilà, Lors les du sprint, hein. stratégies. Oui, oui, lors du sprint, pardon. Et voilà ce qu'il faut qu'il fasse samedi lors du prochain sprint. Écoute, je pense que c'est faisable. Après, voilà, ça restera serré puisqu'il faut que 2 petits points. Donc maintenant, Bagnaia, encore une fois, il va falloir qu'il applique la stratégie de terminer devant. Alors on sait que Bagnaia, c'est 10 victoires en course le dimanche, mais c'est beaucoup moins le samedi. Donc c'est pas l'exercice dans lequel il excelle le plus. Donc ça risque d'être, on va dire pas compliqué, mais ça reste Barcelone et Barcelone, c'est pas son circuit de prédilection. Barcelone, il a qu'un seul podium à Barcelone, c'est 7 victoires cette année. Donc, sinon, en dehors de ça, il n'a jamais terminé sur le podium à Barcelone. Donc, voilà, je compte pas les sprints, hein, bien évidemment, parce que je crois qu'il a terminé au podium du sprint l'année dernière. Donc, voilà, écoute, ça va être une course intéressante de retourner à Barcelone à cette période-là de l'année avec un grip différent. Enfin, voilà, plein de choses. Oui, en plus, le sprint l'année dernière de Barcelone, rappelez-vous, Pecco était en tête et il tombe dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour. Le dernier tour, il me semble, hein, dans le Ouais, je crois virage que c'est 1, ça. 2, dans le 5, c'est ça, le gauche, qui est Ouais, légèrement en descente. Ouais. ouais, ouais, le banking, ouais, avec le banking, ouais, c'est le fameux virage 5, ouais. Là où il dépasse Martin le lendemain pour la victoire. Donc voilà. Il y a des ingrédients pour faire un week-end épicé. Euh, Ouais, On va exactement. continuer avec une stat que tu vas pouvoir commenter, un podium 100% Ducati. Tu m'as glissé tout à l'heure un chiffre intéressant que tu vas pouvoir ressortir, mais sans Marc Marquez, on va en parler également. Marc Marquez qui était troisième, qui était solidement installé en troisième place et qui a chuté, malheureusement, comme en Thaïlande le week-end dernier, et qui a réussi à remonter 12e. Ouais, bah écoute, du coup, il garde sa troisième place au championnat. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose pour lui parce qu'il y a une deuxième baston pour le championnat, c'est cette troisième place du championnat, donc avec Marquez et Bastianini. Donc en terminant 12e, il garde un point d'avance sur Bastianini, donc c'est plutôt une bonne chose pour Marquez, avant d'arriver sur un circuit qui, statistiquement, n'est pas son meilleur non plus. Barcelone, c'est pas le meilleur circuit pour Marquez, donc ça risque d'être intéressant. Bastianini, pour voir ce qu'il fait là-bas aussi. Sa dernière course avec Ducati, je pense qu'il va essayer de tenter le tout pour terminer sur la troisième marche du podium aussi. Et après, bah, tu fais bien de le rappeler, encore un triplé Ducati. Cette saison, il y a eu 57 podiums euh, en jeu, enfin disponibles, 57 places sur le podium disponibles. Ducati en a occupé 50. Ils ont franchi la barre des 50 ce week-end. Les 7 autres podiums sont à mettre au crédit de KTM, donc 6 pour KTM et 1 pour Aprilia. Donc ça montre cette domination, que ce soit de la GP24 ou de la GP23 de Ducati. Donc forcément, il y a un petit peu plus de podiums de la GP24, mais ça montre quand même que la GP23 fonctionne et malgré les quelques chutes de Marquez, elle est capable de faire de belles choses, quoi. On va revenir sur ce qui s'est passé au premier départ, avec cette photo qui illustre bien la situation. C'est un accrochage entre donc, les KTM officiels de Binder, Miller et Fabio Quartararo. On a eu peur hein, au début, pendant quelques minutes, quand on a vu. Alors, vite, la Dorna a indiqué tous les pilotes sont conscients. Donc, on va dire le pire était écarté, mais on a vu évidemment l'ambulance qui était en piste pendant quelques minutes pour prendre Jack Miller en charge. Finalement, Miller, ça va. On l'a vu ensuite quitter le paddock avec sa famille en tenue, etc. Donc, tout va bien. Plus de peur que de mal, mais voilà un incident dans ce virage numéro 2 qui a handicapé notamment la course de Brad Binder.
et de Quartararo. Vas-y, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu, sachant que Miller, lui, évidemment, il n'a pas repris le départ ensuite. Il a été pris en charge par l'équipe médicale. Oui, effectivement, on voit déjà de belles images. On va rassurer tout de suite, même si je pense que tout le monde a vu la course en regardant ce débrief. Mais oui, effectivement, on a eu peur pour Miller parce que, sauf erreur, je crois que même les draps avaient été déployés pour justement cacher Miller qui était encore au sol, pour pas qu'on prenne des photos ou autre. Et donc là, on a commencé tous à se poser des questions. Et puis en fait, avant le nouveau départ, on a vu Miller marcher sur la pit lane, comme nonchalamment entre guillemets, comme si tout allait bien. Donc c'était de belles images à voir là pour le coup. Donc lui va bien. Alors Fabio, lui, il comprend pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne voit pas ce qui s'est passé. Euh, voilà. Après, il fait une belle course malgré ce petit départ mouvementé et puis ce nouveau départ. Mais voilà. Après, Fabio, on le sait, il se bat encore pour ce top 5 qu'il n'arrive pas à accrocher depuis le début de la saison. C'est compliqué, même si des progrès ont été faits ce week-end avec justement ce gros gap sur l'électronique. Ouais, et puis Fabio, en fait, donc voilà pourquoi est-ce qu'on dit malgré un handicap, c'est que quand il a cet accrochage, il doit ensuite prendre sa deuxième moto, puisqu'on donc on met le Oui, drapeau rouge, on peut repartir. Lui, il est rentré au box à temps, donc il peut repartir. Il part avec sa deuxième moto qui avait un moteur qui avait plus de kilomètres, moteur un petit peu fatigué, et des pneus qui avaient 3, 4, 5 tours. Euh, ouais. donc des Ouais, donc pneus forcément, qui ça, étaient. Oui. bah oui, oui, ça conditionne forcément la course. Mais bon, voilà, il s'est bien débrouillé, tout comme Rins, hein, d'ailleurs. Bon, il n'est pas parti avec le même handicap, on va dire, mais tout comme Rins, c'est ce qui fait que c'est le premier, je crois, double top 10 de Yamaha cette saison. Donc, ce qui est plutôt prometteur pour Yamaha. Après, sachant qu'il y avait quand même deux pilotes KTM en moins sur la grille, donc ça rapproche un petit peu le classement. Il y avait un autre pilote Ducati qui découvrait la Ducati aussi. Donc, si tu veux, ça a intercalé encore moins de pilotes dans le top 10. Je parle d'Andrea Iannone, bien évidemment, qui remplace Gian Antonio. Donc, ça faisait moins de Ducati devant. Voilà, donc tout se prêtait bien, mais ça montre quand même que Yamaha progresse et que ce qu'a voulu faire Fabio en début de week-end, c'est-à-dire toucher l'électronique, faire un gros truc sur l'électronique, avoir une gestion plus fine à la main de l'accélération, fonctionne. Et après, comme je le disais hier, dans notre débrief, pour moi, ça restera qu'une solution temporaire parce qu'il ne pourra pas gérer l'usure des pneus juste à la main, comme ce qu'on faisait à l'époque. On le faisait à l'époque, ça, il n'y a pas de souci, bien évidemment, en 500 au début de l'arme du MotoGP. Et là, aujourd'hui, l'électronique est tellement aboutie par les autres constructeurs que l'électronique doit être un sujet sur lequel Yamaha doit plancher parce que sinon, ils vont toujours garder cet écart qu'ils ont avec les autres constructeurs. Un autre pilote en progrès, ou en tout cas un autre constructeur en progrès, c'est Honda. Et c'était l'un des mots de Johan Zarco après la course, c'est qu'un cap a bien été passé sur la Honda. C'était son bilan un petit peu de la tournée Outre-mer. Donc Johan, sa course, il termine 11e. Course qui décrit très difficile physiquement, beaucoup de chaleur, il faisait très chaud. Il a aussi eu les pneus qui se sont un petit peu usés sur la fin. Pour ça qu'il s'est fait rattraper par Bezzecchi et par Augusto Fernandez. On a vu la passe d'armes d'ailleurs en direct à la télévision. Des rares moments où on n'avait pas le focus sur les hommes de tête. Donc c'était chouette à voir de ça, de la part de Johan, qui est quand même combatif, qui est à nouveau meilleur pilote Honda, qui se dirige vers la place de meilleur pilote Honda au championnat. Il me semble qu'il y a 22 points d'écart avec Nakagami. Je ne me trompe pas, bon, on va vérifier, mais Alors attends, ouais, attends, on va regarder ça si tu veux. Attends, je vais fermer tous les classements. Et de toute façon, oui, il reste meilleur pilote en bas. On a du mal à voir Nakagami marquer autant de points à moins qu'il sur le gagne à dernier Grand Prix. Barcelone. Oui, ouais, bien évidemment, tout peut arriver. Mais alors attends, je vais te dire ça de suite. Alors, Johan Zarco a 53 points et Nakagami en a 20, en a 31. Ouais, 53 22 points, points. 21, ouais, 22 points. 22 points d'écart entre les deux pilotes en bas. Bon, bah, des nouvelles rassurantes et encourageantes du clan Honda, surtout pour Johan, en fait, qui est vraiment l'homme qui fait la différence au HRC en ce moment. Oui, bah après, voilà, on le savait que c'était quelqu'un qui travaille beaucoup. Je pense, contrairement à ce qu'il peut dire, ça reste un bon technicien. Il arrive à donner, enfin, quand je dis technicien, c'est plutôt donner des bons retours aux ingénieurs et donc permettre ce progrès sur la Honda. Et autre chose, même si Marini, c'est un très bon pilote aussi, hein, je n'enlève rien au potentiel de Marini, qui est un très bon technicien également. Je pense que Zarco avait un rythme un peu plus élevé où s'est adapté plus facilement à la Honda. Et donc, du coup, ça a permis d'avoir ce step plus rapide du côté de LCR plutôt que du côté de chez Repsol, quoi. Donc, voilà, qui confirme tout ça.
Et maintenant, il lui tarde de retourner à Barcelone, justement, aussi pour voir si, entre Barcelone début de saison et Barcelone fin d'année, voir si le gap fonctionne, est aussi confirmé là-bas, quoi. Ouais, on va finir par ça, direction Barcelone, donc c'est pas encore officiel, en tout cas au moment où on tourne cette vidéo, mais on met cette photo parce qu'il y a le drapeau de la communauté valencienne, la communauté autonome, de Valence. On pense évidemment fort à eux. Le Grand Prix de Valence a donc été annulé pendant le week-end et le scénario, on en parlait hier, hein, différents scénarios, sur la table et il semblerait, en tout cas ça a déjà été confirmé par, Carlos Ezpeleta, et il ne manque plus que le communiqué officiel pour l'annoncer. Je suppose qu'il doit y avoir des détails encore à régler, mais il semblerait que la finale va donc se faire sur le circuit de Barcelona-Catalunya, dans la commune de Montmeló, le week-end du 17 novembre, donc le même week-end que celui de Valence. Zarco disait que c'était un choix logique et Oui. le test de pré-saison se ferait aussi le mardi suivant, le mardi 19, sur la piste catalane, Thomas. Oui, écoute, voilà, c'est quand on est arrivé ce matin, quand on est parti hier soir, il y avait deux options qui se profilaient. C'était plus 50-50 entre le Qatar et Barcelone, mais avec des dates un peu différentes. Le Qatar qui était à la même date, Barcelone la semaine d'après. On parlait aussi du 1er décembre, donc c'était compliqué. Voilà, la logique voulait de toute façon que c'était plutôt Barcelone. Je pense qu'en termes de fret, là d'ailleurs, les caisses sont déjà chargées, parce que j'en vois plus sur la pit lane. Mais voilà, donc direction Saragosse, puisque ça atterrira là-bas, du côté de Saragosse. Et donc Saragosse, Barcelone, Saragosse, Valence, c'est à peu près équidistant en termes de distance. Donc voilà, le meilleur compromis, ça reste celui-ci. Plusieurs teams vont pouvoir garder leur billet en arrivant à Valence et en se rendant ensuite en voiture à Barcelone. Enfin, voilà, tout ça fait que ça tombe totalement logique. Et puis après, je pense qu'après, comme tu disais, il y a des choses encore à coordonner, peut-être entre les régions notamment, communiquer sur le fait que il y aura un événement qui va être organisé à Barcelone, un grand événement. Après, peut-être voir aussi des choses un peu plus, comme tu disais, administratives, c'est-à-dire que peut-être ceux qui disposent d'un billet pourront peut-être assister au Grand Prix de Catalogne. Enfin voilà, des choses qu'il faudra régler. Mais oui, la Ouais, communication ou devrait être faite. l'organisation du gala le dimanche soir, ce genre de choses, Oui, quoi. voilà, il y a plein de choses, plein de choses. Donc voilà, je pense que dans les prochains jours, en tout cas, c'est acté, hein. Je veux dire, tout le monde est au courant et c'est acté. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Ouais, parce qu'on Sinon, on a déjà réservé les billets, d'hôtel, Thomas, donc tu déconnes pas là, hein? mais non, non, mais écoute, c'est ce qu'il dit partout. Donc voilà, et de toute façon, tout le monde doit être au courant maintenant. Parce que si c'est au Qatar, ce serait un petit peu dommage d'envoyer du fret en Europe et de le renvoyer au Qatar. Mmh. Ouais, puis Johan disait et il avait raison, on en parlait hier d'ailleurs, c'est aussi, bien pour tous les fans qui comptaient descendre à Valence, donc qui venaient soit du nord de l'Espagne, soit de France, voire l'Italie et cetera. Barcelone, c'est sur la route. Donc en fait, tous ceux qui avaient prévu d'aller au Grand Prix de Valence et je pense qu'on a tous des proches qui nous en ont parlé et qui vont faire ça. Heu, eux, entre guillemets, pour eux, c'est aussi la meilleure solution pour qu'il y ait du public sur ce Grand Prix et que ce soit, entre guillemets «une fête», même si évidemment les conditions en Espagne en ce moment vont sans doute faire que ça va être modéré. On a vu, hein, pas de célébration en champagne sur le podium, pas de même on a vu les célébrations aussi en moto 3, en moto 2, il y a eu les déclarations de David Alonso, d'Aaron Canet, tout ça, donc c'était évidemment très retenu. Voilà, pour l'intérêt du public qui comptait descendre à Valence, eh ben, ils auront même un petit peu moins de route à faire puisqu'ils s'arrêteront à Barcelone. Ils vont pouvoir avoir leur finale. Oui, bah oui. Et j'espère que ça sera fait dans la, comment ça s'appelle? Voilà, en prenant en compte, voilà, comme tu disais, que le fait que ce soit modéré, qu'il y ait des hommages qui soient faits, qui soient, voilà, montrer que Barcelone est solidaire avec Valencia, que voilà, on a vu encore hier des pompiers, pardon, français arriver là-bas du côté de Valencia, donc on sait que la situation est catastrophique et il faut pas l'oublier, même si effectivement on a un titre en jeu et qu'il y a tout ça, mais je pense que Oui. ça passe au second plan par rapport à ce qui se passe actuellement. Évidemment, évidemment, il y a des choses plus importantes. Donc, beh, écoute, Thomas, on se voit à Valence. On se voit à Barcelone et non, on se voit pas à Abus Valence. de On devait langage. se voir à Valence et il faut je pense aussi à mettre à jour Oui. et puis écoute, tu repars quand rate pas ton avion par contre, je sais pas à quelle heure il est, Non, 19:00. non, non, je pars demain soir. Je pars demain soir. Je reste une journée parce que justement, au cas où il peut y avoir des drapeaux rouges, il peut y avoir des situations un petit peu bizarres. Donc, au cas où, on préfère partir un peu plus tard. Parce que partir le soir,
c'est plus compliqué. Mais bon, l'avantage de partir dans ce sens-là et revenir en Europe, c'est qu'on gagne du temps. C'est-à-dire qu'on part le dimanche, on part le lundi soir, mais on arrive le mardi matin. Donc c'est quand même pratique d'arriver en Eh ben, gagnant du écoute, temps. tu iras faire un peu de tourisme, tu nous ramèneras un petit souvenir de Kuala Lumpur ou de Sepang. Ça La va? mangue séchée, par exemple. Parfait. On mangera ça à Barcelone. Cette fois, je l'ai bien dit. Merci. C'est donc Eh ben, de toujours rien. d'actualité cette image, hein, The Rematch. Vamos Jorge au Forza Peco. 24 points d'écart entre les deux. Rendez-vous à Barcelone. À plus. Salut.